Amis de la poésie et des anagrammes, bonjour. Je vais vous raconter ici l'erreur que j'ai commise en lisant presque en parallèle Anagramme dans le boudoir de Jacques Périssalco et de Laurence Castelin et L'anomalie d'Hervé Le Tellier. Commençons par la présentation d'Anagramme dans le boudoir. C'est un petit livre dans lequel à chaque page on découvre une anagramme lumineuse qui donne à penser, à rêver. Langue de Molière, le génie de l'amour. On s'amuse à les retrouver avec des lettres de Scrabble. Et voici la transformation merveilleuse. On y rêve donc, on y réfléchit aussi, avec ce nouvel anagramme perturbant, devoir conjugal, ce jargon du viol. Il faut parfois aussi, entre les deux anagrammes, proposer un petit texte explicatif ou fictif pour amener l'un vers l'autre. Ici, nous amenons Irène Adler à la dernière. Brillante et intrigante, dominatrice, elle est la seule à se jouer de l'esprit de déduction du grand Sherlock Holmes et à le posséder dans les deux sens du terme. L'homme à la casquette ne l'appelle jamais par son nom, tant il la trouve supérieure. Elle est la femme, la seule, la première et la dernière. Et enfin, pour jouer, une anagramme qui est encore de Jacques Périssalco, mais qui n'est pas dans Anagramme dans le boudoir, que je soumets à votre sagacité, le premier vers de voyelle de Rimbaud, A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Saurez-vous trouver l'un de ces parfaits et lumineux anagrammes? Je vous mets la réponse dans la description de cette vidéo. Passons maintenant à l'anomalie qu'il faut d'abord et avant tout ouvrir avec le plus de délicatesse possible, sans quoi... Ah bah zut, encore raté. Sans quoi l'on se retrouve avec une dernière phrase à trous pour conclure ce roman. Il est difficile de décrire ce qui se passe. Aucun mot n'existe tout à fait dans la langue pour définir cette vibration lente du monde, cette pulsation infinitésimale qui, partout sur la terre et dans le même instant, affecte aussi bien le chat qui dormait près de la cheminée dans ce chalet de l'Arkansas, que l'oie cendrée qui traverse le ciel au-dessus de Bordeaux, et les chutes du Zambèze et les neiges immaculées de l'Annapurna, le pont du Rialto sur le grand canal de Venise, comme l'artère encombrée du grand bidonville de Dharavie. Et l'éponge sale posée au bord d'un évier à Monjou, et le vieux pneu crevé dans la cour d'un garage à Mumbai, et la tasse à café rouge de Eidala Ndktor, miel eldon nir sulag dan, vassoir de monsieur, pape se, vraf, être, ulcération, et sable fin. L'oulipien Hervé Le Tellier semble, avec cette phrase, nous envoyer sur une piste énigmatique qu'il faudrait résoudre, peut-être d'ailleurs pour trouver un autre sens à l'ensemble de l'œuvre. D'ailleurs, la fin du texte laisse apparaître les mots « être », « ulcération », qui est un poème très célèbre de Georges Perec, un autre oulipien qui a inspiré l'œuvre de Le Tellier largement. Ça se termine par « et sable fin » avec un double jeu de mots sur le mot « fin ». Et peut-être ce sable fin est-il celui qui s'écoule doucement dans le sablier qui nous attend tous et qui se dessine sous nos yeux, puisque la fin de cette phrase se termine en calligramme. Dès lors, plusieurs pistes s'offrent à nous. Faut-il chercher à reconstituer les phrases? La première est assez limpide, et la tasse à café rouge de Marc Illy dans la main de Victor Misel. C'est en tout cas ce qui fait consensus, puisqu'on retrouve même cette explication sur la page Wikipédia de l'œuvre. Mais la suite est bien fastidieuse à reconstituer, et on peut se demander par exemple si les lettres qui ont été enlevées ne sont pas plus importantes que les lettres qui restent. Première piste. Ainsi, une fois trouvée, elle pourrait être l'anagramme d'une vérité première ou d'une morale à tout ce roman philosophique, quelque chose comme une réflexion métaphysique, comme d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, ou encore tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie, ou encore cet aphorisme en exergue du livre: il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie, c'est l'incompréhension. L'anomalie, Victor Misel.
Une autre piste pourrait être par exemple que les lettres disparues le sont selon une certaine logique mathématique, 1 sur 2, 1 sur 3, suivant la logique de Fibonacci ou d'une autre. De là une infinité de pistes à explorer pour espérer percer un jour le mystère. J'en ai trouvé une très prometteuse. On peut s'apercevoir que cette grande phrase est presque un pangramme, c'est-à-dire qu'elle contient toutes les lettres de l'alphabet sauf une, le W. Alors certes, le W n'est pas très commun dans la langue française et on peut imaginer qu'il y ait bien des phrases qui n'utilisent pas le W, mais tous les autres y sont. Observez Zambèze par exemple pour le Z, Monjou pour le J. Il se pourrait même que la phrase une fois reconstituée contienne chaque lettre 2 fois, comme le Z de Zambèze. Et ce n'aurait rien d'étonnant dans ce roman sur les doubles. D'ailleurs, le double V est dans cette phrase. Il y en a même beaucoup plus que ça. Ainsi, la référence à Pérec, avec le mot ulcération, l'absence du W, une lettre particulièrement importante dans l'œuvre de Pérec, incite peut-être à penser que Hervé Letellier a caché plusieurs fois dans le texte des W sous la forme d'énigmes, et je suis sûr d'en avoir trouvé un très important. Si je ne dévoile pas encore cette piste, c'est qu'il faut d'abord que je m'en assure, notamment en étudiant un peu la vie et l'œuvre d'un homme dont la vie, les vies, la double vie, les doubles vies pourraient avoir un écho avec celle de Victor Misel. Je n'en dis pas plus, et maintenant place au délire anagrammatique. Dans ce roman, Hervé Letellier met en scène un certain Victor Misel, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Anomalie et qui connaîtra un succès fulgurant. Le roman de Letellier traite des concepts de ciel, plusieurs sens au mot ciel là-dedans, de vie au pluriel et de mort. J'ai imaginé pour le jeu uniquement que l'auteur de Joconde jusqu'à 100 aurait finalement toute sa vie fait un seul et même roman, celui des aventures de Mona et de Léo. En effet, dans ce petit recueil, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, dont je mets le lien dans la description, on y parle de la Joconde, uniquement de la Joconde, de son châle noir et de son sourire indéfinissable, selon les points de vue de l'octosyllabiste, du sataniste, de l'aveugle, de la coiffeuse, de Louis-Ferdinand Céline, etc. On y trouve même le point de vue de l'anagrammiste. Mona Lisa, aimons-la, on a si mal, mais on l'a. La Joconde, jalon codé. On y trouve encore par exemple le point de vue de l'énigme judiciaire. Vinci m'a dessiné. On y trouve plus longuement par exemple le point de vue de Bernard Pivot. Alors ça, Mona Lisa, dans votre livre de mémoire, signé La Joconde, vous n'y allez pas de main morte. Vous écrivez noir sur blanc, page 23, pendant qu'il peignait, Maître Léonard parlait tout seul avec des mots inconnus, parachute, avion, char d'assaut. Il se comportait comme si je n'étais pas là, parfois même il pétait. Ça paraît proprement incroyable, c'est bien vrai. Oh oui, oui, c'est vrai, et même ça ne sentait pas toujours la rose. Et ce n'est pas tout, page 82, je n'invente rien. Monsieur de Vinci était terriblement exigeant. Je n'avais même pas le droit d'aller faire pipi et je devais poser nu pendant des heures. Mais enfin, c'est incroyable, ça, pourtant, la Joconde est habillée. Oui, après coup, j'ai trouvé ça bizarre. Mais à l'époque, j'étais jeune et naïve. Monsieur de Vinci m'avait dit qu'il était un peintre très connu. Et puis, c'était bien payé. Et enfin, le point de vue de Mademoiselle Mona, elle-même. Mon nez, j'ai le nez qui me démange. Si je bouge les mains pour me gratter, je n'arriverai jamais à les remettre exactement comme il les voulait. Il est tellement maniaque. Vite, vite, pendant qu'il ne me voit pas. Elle se frotte le nez énergiquement. Ah, ça fait du bien. Zut, j'ai encore envie de faire pipi. C'est le thé, je n'aurais pas dû en reprendre. Maître, maître, pouvons-nous faire une petite pause, maître? Ah, très bien. À demain alors. Oui, maître. Demain, j'essaierai de sourire. Vérifions donc maintenant mon hypothèse anagrammatique et farfelue.
Hervé Letellier a écrit Sonate de Bar et Le voleur de nostalgie. Le premier ne parlerait-il pas en creux de la longue déchéance de Léonard de Vinci, puisqu'on pourrait y lire Léonard se bat. Et le second achèverait de décrire cette descente aux enfers sous la forme de ce titre, Léo gravite sous l'Éden. Et pour la postérité, voici donc les couvertures remises à jour. Certains affirment qu'Hervé Letellier aurait écrit une parodie coquine sous le titre « Léonard gîte soulève ». Et par suite, ne faut-il pas voir dans « Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable » la poursuite de cette descente aux enfers, Léonard et Mona étant devenus les ennemis, c'est de l'écriture inclusive, biblique numéro 1, Léonard cuvait. De son côté, Mona, elle, ne se buvait rien qu'un bidon clissé. C'est ainsi que dans l'un des épisodes fameux de Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable, on peut avoir cette scène assez étonnante lors d'une croisière. Mona, ayant sans un stress bien canonné le midi, la vue oblique, et tanguant sur la proue, elle s'adressa sur ce ton à la préposée à Pompon et au pont, selon ces termes. « Ciel, Marine, quel bins! Un avion est en double. » Il paraît même qu'il y eut plusieurs bins. Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable. Résumé. Mona et Léo étaient devenus les ennemis bibliques numéro 1. Léonard cuvait. De son côté, Mona, elle, ne se buvait rien qu'un bidon clissé. Un jour, Mona, tanguant au rythme de la proue et ayant sans un stress bien canonné le midi, la vue oblique, s'adressa à la préposée à Pompon et au pont. « Ciel, Marine, un avion est en double !» Et les lecteurs qui ont, à l'époque, attribué cette dernière phrase à l'abus d'alcool en sont pour leurs frais. Mona ne faisait rien d'autre qu'annoncer 12 ans à l'avance le synopsis de l'Anomalie. Ainsi, la fin de l'Anomalie pourrait bien être plutôt Misel et Mona Lisa dénonçant enfin l'irréel supplice à la longue. Dans Carano a Vasto, son calvaire, elle devait, menacée, lutter pour à peine s'ébrouer, ouvrir la fenêtre pour souffler durant ses séances à faire la potiche en arborant son sourire indéfinissable. Ainsi on eut droit à la tenue d'un procès, la fameuse affaire Balance ton peintre, qui fut délocalisée d'Italie dans la petite ville de Mel, dans les Deux-Sèvres, pour des raisons qui restent encore très très obscures. Ainsi, l'Anomalie d'Hervé Letellier reprend, métaphoriquement parlant, les gros titres de l'époque, qui étaient L'émoi, Léo de Vinci, Très mal à Mel, Victoire, de Mona Lisa. L'Anomalie de Victor Misel. Résumé. À Mel, au lendemain du fameux procès rebaptisé Balance ton peintre, les journaux du monde entier titraient L'émoi, Léo de Vinci très mal à Mel, Victoire de Mona Lisa. Voilà. Je ne vois pas d'autre explication.